Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook Wamise sur les chats et sur les chiens. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va attendre d'être un petit peu plus nombreux avant de commencer à répondre à vos questions. Bonjour Gabriel. Bonjour Tesla. Bonjour Laura. Bonjour Sylvie Tardif. J'ai un homonyme qui est présent sur le live. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va pouvoir commencer ce live Facebook. Je suis Clarisse et je suis en compagnie de Stéphane qui, je le rappelle, est vétérinaire et rédacteur pour Wamise. Bonjour Clarisse. Et bonjour tous. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir poser des questions aussi bien sur votre chat que sur votre chien. Elles peuvent concerner leur comportement ou bien leur santé. N'oubliez pas par contre que je ne peux pas répondre à une question concernant une maladie sur votre animal. Si jamais vous avez un souci, il faut appeler directement une clinique vétérinaire. Par contre, pour toute question d'ordre général ou concernant le suivi d'autres animaux, même si vous voulez comprendre la maladie qu'il a, eh bien, vous pouvez utiliser les commentaires pour directement poser la question et on va essayer d'y répondre au cours du live. Vous êtes très nombreux souvent aussi à poser les questions. N'hésitez pas à bien insister. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de ce live. On va être ensemble 30 minutes pour tenter de remporter une Wamise Box en participant à notre jeu concours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat qui comprend des jouets, des friandises, des produits d'hygiène et plein d'autres surprises. Pour ça, il vous faudra répondre à notre question du jour. Mais pour le moment, on va passer à vos questions. Et la première question est celle de Dan Boutard. Mon chat de 8 ans est diagnostiqué IRC depuis 2 ans et est sous Semintra. Elle a du mal à avaler ce produit depuis quelques semaines. Voilà. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Alors, je vais préciser déjà, IRC, c'est insuffisance rénale chronique et c'est une maladie qui touche très fréquemment les chats. On dit souvent que le chat est réputé pour avoir les reins fragiles et l'insuffisance rénale chronique, c'est quand son rein commence à avoir du mal à fonctionner. Ça peut des fois s'étendre, comme dans le cas de Dane, sur plusieurs années. Donc souvent ça se traite avec une alimentation spécifique et on peut donner ce médicament, le Semintra, qui est un des extraits de cranberry, donc c'est un complément qui va soutenir la fonction du rein. Mais effectivement, si elle a des difficultés à avaler ce produit, ça c'est des techniques à utiliser avec de l'alimentation appétante pour essayer au mieux de lui faire avaler ça. Il faut garder à l'esprit que le produit n'est pas un traitement, ça vient soulager l'animal et limiter l'évolution de la maladie, mais l'insuffisance rénale n'est pas une maladie qu'on guérit, c'est une maladie dont on limite l'évolution. Et ce qui est le plus important pour le chat, c'est la boisson. Pour soulager le travail du rein, et ce qui fait souvent que les chats ont des reins fragiles, c'est parce que c'est un animal qui a beaucoup de mal à s'hydrater. Donc, un des principaux axes de traitement pour les insuffisants rénaux, c'est de leur donner beaucoup à boire. Vous donnez de l'alimentation humide aussi, autant que possible, ou bien vous pouvez modifier les croquettes, utiliser des fontaines à eau, multiplier le nombre de gamelles présents dans l'environnement. Bref, tout ce qui va favoriser la prise de boisson de votre chat va limiter le travail des reins et va donc lui permettre de tenir le plus longtemps possible avec ses reins un peu fragiles. D'accord. La question suivante est d'Anna. Mon chat est diabétique depuis 1 an. Puis-je espérer un jour avoir une rémission? Eh bien, c'est une maladie qui est un petit peu dans la même nature que la précédente, c'est-à-dire des maladies dites métaboliques. Et le diabète n'est pas non plus une maladie qu'on guérit. C'est une maladie qu'on soulage, et en l'occurrence on soulage avec un traitement qui consiste à remplacer l'organe défaillant dans le diabète, c'est le pancréas, donc c'est des injections d'insuline, et c'est des traitements à vie. Donc il peut y avoir des évolutions du diabète au cours de la vie de l'animal,
De temps en temps, il faut faire varier les doses d'insuline, donc ça nécessite des contrôles qui sont réguliers chez le vétérinaire pour voir comment la maladie évolue. C'est tout à fait possible que l'animal sous traitement passe à un moment donné en décompensation, c'est-à-dire que la maladie reprend le pas à nouveau, et dans ces cas-là, il faut faire évoluer le traitement aussi. Donc non, malheureusement, pas de rémission à prévoir. Et surtout, il faut bien assurer un suivi régulier chez votre vétérinaire pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de soucis au cours de l'évolution de la maladie. Très bien. Eh bien, on souhaite bon courage à Anna. Alors, question suivante de Nathalie. Mon chat ne ronronne pas. Est-ce normal? Ah, ben ça arrive. C'est pas extrêmement fréquent, mais ça arrive. Il faut savoir un truc très intéressant sur le chat, c'est que parmi tous les félins, c'est le seul qui ronronne autant. C'est-à-dire que les félins, et en particulier le chat, à l'état sauvage, ils ronronnent très peu. Et c'est souvent réservé à des situations qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a l'habitude de voir, à savoir souvent on décrit le ronronnement dans des moments d'agonie, hein, donc de souffrance. Donc c'est totalement différent à l'état sauvage et à l'état domestique avec nous. Avec nous, le ronronnement est plus fréquent, c'est un outil de communication qui marche très bien sur nous, puisque chez nous ça a carrément des effets physiologiques, hein, ça fait baisser le cortisol, ça détend les muscles, ça diminue le stress. Donc on a vraiment une interaction qui a été faite au cours des 4000 ans où le chat a vécu auprès de nous, et l'homme s'est peu à peu aussi habitué à ce ronronnement, puisque maintenant les ronronnements des chats, on a une étude qui a montré que certains ronronnements ont la même fréquence que le cri de nos bébés, c'est-à-dire en fait les chats utilisent un son qui chez nous provoque beaucoup de réactions et a tendance à nous attirer. Donc, oui, les chats ont tendance à ronronner près de nous, mais ils ne le font pas tous. Vous pouvez avoir un chat, effectivement, qui va manifester son contentement d'autres manières. Il pourra pétrir, par exemple, ou de temps en temps, ils peuvent baver aussi quand ils sont contents. Mais tous les chats ne ronronnent pas, ça arrive. Très bien. La question suivante est de Lucille. Bonjour, depuis quelques semaines, mon chat dort plus que l'été. Est-ce que les chats ont une sorte d'hibernation? Alors non, ils n'hibernent pas dans le sens où l'hibernation c'est vraiment un sommeil prolongé avec très peu d'activité, voire pas du tout d'activité. Par contre, c'est tout à fait possible que l'hiver, votre chat augmente le temps de sommeil ou le temps dédié au repos, parce que tout simplement, il a moins envie de sortir. Hein. Il y a des chats qui sont frileux ou qui n'aiment pas les mauvais temps. Et comme il passe moins de temps dehors, forcément, il va passer à se reposer à la maison. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut que vous veilliez bien, par contre, si cette évolution, surtout, est là que depuis cette année, vous avez jamais vu ça avant, c'est tout simplement qu'il n'est pas un souci de santé. Comme on décrivait tout à l'heure une maladie qui évoluait sur 2 ans, il y a plein de maladies qui peuvent comme ça s'installer très lentement, et un animal qui est de plus en plus fatigué, ça peut être le début effectivement d'une insuffisance quelconque ou un problème sous-jacent en tout cas qui justifierait cette baisse de forme. Donc à vérifier en parallèle avec l'appétit, ça peut être aussi un bon indicateur pour voir si l'animal est malade sur une maladie qui évolue très lentement. Mais voilà, après avoir exclu la possibilité qu'il soit malade, effectivement, après, simplement mesurer son temps de sommeil pour voir qu'il n'y a pas de gros écarts. S'il n'y en a pas, oui, c'est tout à fait naturel que le chat puisse dormir plus longtemps l'hiver, sans problème. Très bien. Question suivante de Chloé. Bonjour, ma chienne, une flat coat retriever, je ne sais pas si je prononce bien, de 2 ans, lèche constamment, que ce soit nous, le sol. Est-ce que ce comportement est normal et comment y remédier? Alors non, à mon avis, tel que vous le décrivez, il n'est pas normal. Le chien lèche naturellement, hein, en guise de communication, mais c'est aussi la langue un outil énorme pour explorer l'environnement. Très souvent, quand ils flairent, ils vont lécher ce qu'ils ont trouvé. Par contre, là, vous décrivez un chien qui lèche de manière compulsive. Et les comportements compulsifs sont bien décrits chez le chien. Là, on parle presque de TOC, hein, comme chez les humains. On va parler de comportements répétitifs chez les animaux, mais c'est sensiblement la même chose. Et ça peut être la manifestation d'un problème comportemental. Il ne faut pas hésiter à avoir un comportementaliste pour voir précisément dans quel contexte ce genre de choses arrivent et voir comment y remédier. Il y a plusieurs solutions possibles, hein. Ça dépend énormément de la cause. Savoir si le chien fait ça parce qu'il a effectivement vraiment un TOC, ou bien si c'est parce qu'il a un défaut d'activité et qu'il fait ça en guise de rituel d'apaisement. Il y a plusieurs causes possibles, donc plusieurs traitements possibles, mais ça se corrige. Donc n'hésitez pas à avoir un comportementaliste, un spécialiste du chien, qui va avoir même un vétérinaire, ça peut être nécessaire dans ce genre de comportement indésirable pour corriger ce problème. Très bien. Alors, la question suivante, et elle m'intéresse aussi, j'ai moi-même ce problème avec ma chienne. Une question de Mel, comment aider nos animaux à avoir une meilleure haleine? Ah, ça, un sujet qu'on vient de publier en article,
on va aller voir après aussi sur l'article ce que je commente à propos de l'haleine des chiens. Et effectivement, c'est un grand sujet, parce que les chiens ont tendance déjà à avoir une hygiène buccale assez, comme je disais à l'instant, la langue et la bouche du chien servent à explorer l'environnement, et en particulier le chien, il a tendance à être un carnivore opportuniste au niveau alimentaire, c'est-à-dire qu'il mange un petit peu ce qu'il trouve, et ça peut être des fois des choses assez sales, notamment les excréments. C'est une des principales causes d'halitose, c'est-à-dire de mauvaise haleine, quand le chien mange soit les crottes des chats, ou ce qu'il va trouver dehors, d'autres chiens, ou parfois même les siennes. Donc ça, c'est un problème de comportement qui peut avoir plusieurs origines, et c'est pareil, à voir avec un éducateur ou un comportementaliste vétérinaire pour corriger ce type de problème. Et après, naturellement, il ne faut pas exclure tout ce qui va être d'ordre hygiène buccale. C'est-à-dire que dès qu'il y a du tartre dans la gueule du chien, on risque d'avoir associé à ça une mauvaise haleine, et pour ça, le traitement, c'est d'aller faire un détartrage chez le vétérinaire et pas hésiter à discuter avec lui éventuellement des mesures à installer pour limiter le dépôt du tartre. Ça va être des croquettes, des lamelles dentaires, même des dentifrices ou des brosses à dents pour chien, plein de solutions utilisées en fonction des chiens et de la vitesse à laquelle l'hygiène buccale évolue. Est-ce que vous déconseillez de donner des friandises? Parce que je pense à mon cas, donc la chienne ne mange pas forcément tout ce qu'elle trouve, ne mange pas d'ailleurs tout ce qu'elle trouve, les excréments, etc. Elle a quand même une mauvaise haleine. Ouais. On a voulu brosser les dents, mettre du produit, etc. C'est peut-être le cas de cette personne également. Est-ce que ce serait peut-être les friandises, en dehors des croquettes? En général, c'est lié à l'alimentation, c'est juste. Les friandises ne sont pas tant ce qui vont agir, parce que c'est pas tant le fait que ce soit chargé en sucre ou des choses comme ça, c'est plutôt la consistance des friandises qui va jouer sur en fait un brossage naturel des dents, à savoir c'est justement les lamelles dentaires qui sont vendues pour ça sont des friandises, c'est pas quelque chose qui va nourrir le chien, c'est gadget et c'est travaillé pour être appétant et attirant pour le chien, mais la consistance est telle qu'en fait le chien est obligé de mâcher pendant longtemps, et ça va abraser les dents et limiter le dépôt du tartre. Okay. Donc c'est la même chose avec les croquettes. Un chien qui est sous régime sec, croquette, a tendance à avoir moins de tartre qu'un chien sous régime ménager ou barf ou humide, les pâtés, parce que évidemment ça a tendance à plus se déposer sur les dents et à mettre plus de tartre plus rapidement. Donc en fonction du régime alimentaire de votre chien, certains chiens n'ont pas besoin de détartrage au cours de leur vie, ça restera, mais c'est tout à fait possible. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'un ou deux détartrages par an parce que en fait, le tartre se dépose très vite. Donc pour ces chiens-là, ça devient très pertinent effectivement d'utiliser des friandises type lamelle dentaire ou des choses comme ça. Après, sur les friandises d'une manière générale, non, ça vous pouvez donner des friandises à votre chien. Dans tous les cas, la règle pour les friandises, c'est que ça reste en très petite quantité, que ça ne vienne pas influer sur la ration, parce que si jamais vous donnez trop de friandises, effectivement, ça risque de faire grossir votre chien. Et puis, les friandises ne sont pas des nutriments correspondant aux besoins de votre animal, c'est des choses qui viennent en excès. Il ne faut pas trop en abuser, quoi qu'il arrive. Très bien, merci. La question suivante est d'Amélie. Bonjour, mon chat se prend des coups de folie à nous attraper méchamment, alors méchamment a peut-être une interprétation, pour nous mordre et nous méfaire. Pourquoi fait-il cela? Alors, ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment avec les chats, en particulier quand ils sont en appart, parce que quand ils sont dehors, on va avoir tendance à le faire dehors, mais c'est ce qu'on appelle les attaques de prédation. Parce qu'il faut bien tenir compte du fait que le chat est un animal qui est d'habitude solitaire sur son espace de vie et qui passe sa journée à chasser. Il a besoin de 10 à 12 souris par jour, donc ça finit toutes les 2 heures. Voilà, c'est vraiment son activité principale, la chasse. Et donc à la maison, c'est l'activité qu'il va reproduire en termes de jeu, très souvent. Sauf que le jeu de la chasse, d'un côté il y a le chasseur, de l'autre côté il y a le chassé. Et quand on est du côté du chassé, ça donne ce que vous ressentez, à savoir se faire attaquer, griffer et mordre. Surtout que le chat, en plus, contrairement au chien, a tendance à avoir du mal à apprendre à contrôler son jeu et ses griffures, morsures, donc il a tendance à faire mal. Et en particulier, on décrit souvent ces attaques comme étant un problème quand le chat est en manque d'activité et que, effectivement, ça se manifeste sous la forme de quart d'heure folie. On a l'impression que le chat devient fou. Il court à travers tout l'appartement et avec les pupilles complètement dilatées, il vous attend au coin d'un couloir et puis il vous saute dessus, toute griffe dehors, dès que vous passez. Donc ça, effectivement, ça peut correspondre au fait que le chat n'arrive pas à satisfaire ses besoins d'activité, et notamment en chasse au cours de la journée. Et donc ça peut se corriger en lui donnant des jouets, des jeux également. Si jamais il aime bien interagir avec vous, pas hésiter à jouer avec lui le plus longtemps possible, et notamment quand il manifeste ses quarts d'heure folie. Souvent, c'est des périodes assez courtes. Quand je dis le plus longtemps possible, ça va être 5-10 minutes le jeu de chat. Et puis,
Et au moment où il vous attaque, la meilleure réponse à avoir, la plus simple, c'est de pousser un cri, un nom, quitte à essayer de faire un peu peur au chat pour tout simplement ne pas lui donner envie de vous sauter dessus. Éventuellement, surtout pas le punir, ça c'est pas nécessaire d'arriver jusque-là, simplement pousser un cri, ça suffit souvent à l'éloigner. Et puis surtout lui donner les substituts pour qu'il vous attaque plus vous, mais qu'il ait de quoi s'occuper avec ses jouets. Très bien. La question suivante est de Belinda. Elle porte sur la jalousie qui a longtemps fait débat. Bonjour, j'ai 2 chihuahuas et 5 chats, mais mes chiens sont jaloux quand mes chats viennent me faire un câlin et se mettent à les pourchasser. Voilà, que faire? Alors, c'est intéressant d'évoquer ce mot, jalousie, parce que la jalousie implique le sentiment de possession. Or, c'est pas du tout ça qui se manifeste chez les animaux, donc ce n'est pas de la jalousie. Par contre, ça y ressemble beaucoup, exactement de la même façon d'ailleurs que quand on donne un jouet à un enfant et que l'autre veut pas le même jouet qu'il a dans la main, mais il veut celui qu'a l'autre, pas de la jalousie puisqu'il a exactement le même. En fait, c'est lié plutôt au fait que quand on voit un autre individu en train de s'amuser, ben, on a envie de profiter de qui provoque cette joie chez lui. Et les chiens, ils sont sociaux, ils sont très mimétiques dans leur façon de jouer et de s'amuser ensemble. Et quand ils voient que vous donnez des caresses au chat, ben, ils en ont envie, tout simplement. Donc c'est pas tant de la jalousie dans le sens j'aimerais ce qu'a le chat, c'est plutôt oh il y a des caresses qui sont distribuées, j'en veux aussi. Mais, soit dit, enfin, ça ressemble beaucoup quand même. Mais bon. L'idée étant que bah, du coup il suffit de éventuellement donner aussi des caresses à vos chiens, mais soyez sûr et certain qu'en tout cas ils font juste que profiter de l'occasion, ils ne vont pas vous en vouloir si jamais vous favorisez les chats, aucunement. Si jamais vous ne donnez pas les caresses à ce moment-là et que vous les donnez plus tard, le chien sera content de les recevoir. Et si après il court derrière votre chat, c'est aussi parce que bah, ces moments où vous êtes en interaction avec les chats et donc où il y a potentiellement distribution de caresses, tout ça, ça va exciter le chien, donc potentiellement provoquer des jeux derrière. Et si jamais ils se mettent à vouloir accéder aux caresses et à faire partir le chat, que le chat commence à courir, ça peut stimuler aussi le chien sans aucun souci. Très bien. Question suivante de Lucie. Bonjour, suite à un déménagement, mon chat pétrit et mordit beaucoup. Des coussins, des couvertures, voilà. Il ne faisait pas ça avant. Est-ce que c'est normal? Alors, ça peut être lié au changement de domicile, effectivement. Maintenant, ça paraît pas être un problème de comportement, dans le sens où, en général, le chat fait ça quand il est bien, quand il est heureux et détendu. Donc, c'est un comportement plutôt rassurant lié au fait qu'il ait changé de domicile et que c'est des choses qui provoquent d'habitude du stress. Le fait qu'il soit approprié de nouvel espace en allant pétrir à différents endroits, non, je ne verrais pas ça comme un problème à partir du moment où il ne détruit pas les objets naturellement qu'il pétrit. Très bien. Alors, question suivante de Sylvette. Bonjour, j'ai une petite chienne de 7 ans qui est très stressée. Lorsque je l'emmène à l'extérieur de la maison, pour elle, les balades ne sont pas du tout une partie de plaisir. Elle tremble, se jette partout. Voilà. Que faire pour qu'elle se sente mieux? Est-ce que peut-être qu'il faut passer à un comportementaliste? Voilà. Effectivement, là, ça peut être le travail d'un comportementaliste. Alors, à voir avec un comportementaliste vétérinaire, parce que dans des situations d'anxiété très fortes, l'aide médicamenteuse qu'il peut apporter est très utile. Ça aide les rares cas où moi j'aime prescrire dans ce genre de situation. Effectivement, ça aide au chien à moins avoir peur et à se concentrer. Mais sinon, après, le reste, le gros du travail, ça va être la thérapie comportementale qui peut être très facilitée avec l'aide d'éducateurs. Pour le coup, il s'agit de renforcer les balades à l'extérieur, tout en donnant au chien, en fait, déjà le sentiment qu'il n'a pas à avoir peur de ses balades, et en plus, qu'il y a des choses agréables à y trouver dehors. Donc, face à un chien qui a pu vivre des traumatismes, je ne sais pas du tout pour quelle raison il a peur des balades, mais en imaginant, elle a 7 ans, imaginons que vous l'ayez adopté, que vous ne connaissez pas son passé, bon, on ne saura pas en tout cas pourquoi elle a peur, mais pour le corriger, il faut diminuer cette peur, effectivement, diminuer ce stress. Et donc en méthode positive, c'est une méthode très efficace pour aller vraiment vers quelque chose de périn chez le chien, avoir vraiment un chien qui va être apaisé en bien-être avec les balades, mais c'est une méthode souvent qui prend du temps. Donc voilà, l'aide avec un éducateur, ça peut être très pertinent dans ce genre de cas. Les renforcements, ça va consister principalement à lui donner des récompenses, que ce soit des récompenses alimentaires, et ça va se faire surtout très progressivement. Vous allez commencer par explorer le devant de votre maison, puis élargir en cercle concentrique, au fur et à mesure que votre chien ne présente pas de peur et apprend à connaître l'espace à l'extérieur de la maison. Très bien. Question suivante de Géraldine. Bonjour, j'ai mon chat, un mâle de 9 ans, qui est pourtant castré, mais il marque son territoire partout et aussi dans la maison. Voilà, ça s'est beaucoup amplifié. Auriez-vous des pistes qui expliqueraient un tel comportement? Alors,
la malpropreté des chats, c'est un grand sujet. On ne parle pas forcément de marquage, hein, ça dépend énormément comment le chat urine, mais enfin effectivement un mâle, bon, il est castré. Bon. Mais si jamais il marque que en hauteur, effectivement, on va penser à du marquage. Mais si jamais il urine sur des coussins ou qu'il va gratter, ça c'est juste de l'élimination, pas du marquage. Et pour le coup, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose au traitement. C'est une maison, a priori, la question se pose de savoir s'il sort. Ça va être assez intéressant de savoir si effectivement il fait ses doigts à l'intérieur alors qu'il a accès à l'extérieur, c'est pas tout à fait normal. Et si jamais il ne sort pas, le traitement va certainement passer par la modification de ces aires d'élimination, notamment l'ajout de litière, ou bien changer de substrat, changer le type de litière couverte ou non couverte, enfin, faut jouer là-dessus. Et si jamais vous ne voyez pas de solution à arriver avec ces quelques changements, il ne faut pas hésiter à avoir un comportementaliste parce que la malpropreté de chat a beaucoup de causes. Ça peut être lié aussi au stress, ça peut être lié à un problème biologique. Hein, on va voir avec vétérinaire dans ce genre de cas, c'est pas aussi contre-indiqué. Voilà, une fois que vous aurez fait cette consultation, vous aurez éventuellement des indications plus précises par rapport à la cause qui provoque cette malpropreté et donc plus efficace. C'est notamment ces consultations-là sont très pertinentes à faire à domicile parce que ça permet d'appréhender le chat vraiment sur son espace de vie, de voir où sont disposées les litières, de voir comment est agencé l'appartement. C'est beaucoup plus facile derrière pour proposer des thérapies efficaces sur l'endroit où mettre la litière pour que le chat l'utilise, etc. Très bien. Alors, question suivante d'Ophélie qui est assez spécifique. Elle a un teckel croisé Jack de 14 ans. Elle commence à être sourde et elle demande quelles sont les astuces qu'elle peut utiliser pour qu'il ne soit pas en danger en balade. Ah, c'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement la surdité, c'est pas un handicap que le chien vit mal, hein, mais par contre, c'est un handicap en termes de communication et d'appréhension des dangers, parce que c'est principalement à ça que sert l'audition, effectivement. Bah, la meilleure sécurité qu'il puisse avoir, c'est vous, tout simplement. C'est-à-dire que vous surveillez votre chien, et voilà, vous avez soit le cas en laisse, bah, vous avez un lien directement avec lui pour communiquer, éventuellement, hein, en donnant tout simplement des petits à-coups, éventuellement, vous pouvez diriger votre chien. Pas des coups de laisse, hein, je parle juste avec le doigt, vous pouvez transmettre des informations et entraîner votre chien à éventuellement tourner la tête vers vous quand vous l'appelez de cette manière. Et puis bah, sans laisse, là pour le coup, ça va être un petit peu de la même nature que le rappel. Si vous avez réussi à lui apprendre le rappel, vous trouvez le moyen en fait de faire en sorte que votre chien vous surveille visuellement assez régulièrement pour pouvoir capter son attention si jamais vous voyez un danger qui approche et pouvoir le rappeler près de vous tout simplement. Ça va être exactement comme pour le rappel finalement. Très bien. Une question de Clara. Mon chat de 6 mois bientôt ne pense qu'à manger. Il va même terminer l'autre gamelle de l'autre chat de 16 mois. Que faire? Alors déjà pour vous rassurer, le fait qu'il pense qu'à manger, ben c'est tout à fait normal. C'est ce que j'ai expliqué tout au début du live. Le chat est un animal qui passe sa journée à chasser. Donc en fait, j'avais dit 10 à 12 souris par jour, imaginez bien que ça fait une toutes les 2 heures. Donc il faut les trouver les souris. Et quand il vient de finir une souris et puis qu'il y en a une autre qui passe dans son champ de vision, il va lui sauter dessus et la manger tout de suite. Donc très fréquemment, les chats, à peine ils viennent de finir un repas, si jamais il y a une autre occasion de manger juste à côté, ils ne vont pas hésiter et aller se servir à manger. Donc c'est tout à fait normal. Ce qui est très important de contrôler pour votre chat, c'est la quantité de nourriture qu'il mange sur la journée. L'idéal étant qu'ensuite cette quantité de nourriture soit répartie le plus régulièrement possible, hein, avec 10 à 20 repas. Mais si jamais il fait un repas et qu'ensuite il va finir à faire un autre repas dans la gamelle à côté, ça ne pose aucun souci, tant que la quantité que vous mettez à donner pour vos 2 chats ne soit pas supérieure à leurs besoins, auquel cas ils risqueraient de grossir. Très bien. Question suivante de Martine. Mes bichons ont 6 mois et ils ne sont pas encore propres. Que dois-je faire pour leur éducation? Elle les met régulièrement dehors et pourtant ils continuent de faire à l'intérieur. Que faire? Pour l'éducation à la propreté, globalement, le plus simple est d'attendre les moments propices où vous savez qu'ils vont avoir tendance à éliminer et les emmener dehors pour qu'ils éliminent à ce moment-là et de renforcer positivement, hein, donc en donnant des récompenses, le fait qu'ils fassent dehors. Il ne faut surtout pas punir le chien quand vous découvrez les dégâts à l'intérieur. Éventuellement, vous pouvez intervenir en renforcement négatif si jamais vous le surprenez. Donc là, moi je prends souvent l'image de quelqu'un qui est derrière une vitre et qu'on sait être en colère juste à sa gestuelle, la manière dont il bouge les bras et tout ça. Donc vous faites des grands mouvements, poussez des grands cris, vous interrompez le chien au moment où il fait ses doigts. Là, vous l'emmenez dehors, il s'exécute et là vous récompensez.
ça, on peut faire une économie. Mais si vous ne surprenez pas, juste avant ou pendant qu'il fait, ça ne sert à rien de punir. Et après, à l'extérieur, avec les renforcements positifs, petit à petit, le chien, par association, finit par comprendre que à l'extérieur, c'est cool de faire ses besoins, alors qu'à l'intérieur, il ne se passe pas forcément grand-chose, voire il se passe des choses négatives. Donc, c'est vraiment du renforcement positif. Et si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à avoir un éducateur pour 1 ou 2 séances à peine. C'est une belle démonstration, souvent, permet de faire les choses beaucoup plus simplement que de longues explications. Finalement, vous ne comprenez pas forcément ce qu'on attend de vous derrière. Le plus important dans ce genre d'éducation, c'est d'arriver à communiquer avec son chien. Et pour le coup, c'est vrai que chaque chien étant différent, des fois, les techniques utilisées, il y a des petites nuances qui ne sont pas forcément faciles à expliquer. Et oui, donc il va falloir s'adapter sur votre chien en particulier pour bien lui faire comprendre que dehors c'est bien et à l'intérieur c'est pas bien. Donc des fois, effectivement, 1 ou 2 séances d'éducation permettent de régler ce genre de soucis de propreté, surtout quand ça se prolonge à partir de 4, 5, 6 mois. Et là, effectivement, le chien est censé maîtriser la propreté sans aucun problème. Alors une autre question avant de passer à notre jeu concours. Luna, bonjour, mon chien se gratte, mais il a un collier anti-puce et j'ai bien regardé, je n'ai rien vu. Donc auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être? Alors, déjà, c'est pas parce qu'il a un collier et que vous n'avez rien vu qu'il n'a pas de puce. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que déjà les colliers ont des durées d'efficacité très limitées, donc c'est un petit peu comme les pipettes, ça doit se changer régulièrement. Et en plus, c'est un truc que moi personnellement, je préfère utiliser les pipettes par rapport à ça, parce que les colliers, ça va diffuser le produit à partir d'un seul endroit. Donc arrivé en fin de période active du produit, souvent on a des zones sur l'animal qui se retrouvent avec une concentration de produit inefficace et les puces peuvent revenir. Donc ça mis à part, il faut quand même vérifier qu'il a des puces et ça se fait avec un peigne. C'est pas le fait de voir au nom des puces qui permettent de savoir si le chien en a. Il faut passer un coup de peigne dans ses poils et essayer de voir s'il a des caca de puces. Et c'est ça surtout qu'on va trouver, parce qu'on voit très très rarement finalement les puces adultes. Et puis, on ne parle que des puces, mais il y a bien d'autres causes de grattage chez le chat, que ce soit des causes parasitaires ou des causes autres, ça peut être du métabolisme ou bien d'autres raisons. Et donc ça va s'objectiver en clinique, de toute façon, parce qu'il faudra faire un examen clinique, voir la peau de l'animal, voir les zones où il se gratte, privilégier, et éventuellement même, ça peut aller plus loin avec prise de sang ou analyses diverses. Donc, pas hésiter à voir un vétérinaire si vous trouvez que votre chat se gratte trop. C'est le premier endroit où il faudra vérifier s'il n'y a pas un autre problème que les puces. Très bien, merci. Il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamisbox, donc un coffret cadeau pour votre chat ou pour votre chien. Et pour ça, il faut répondre à notre question du jour, qui est la suivante. Quelle est la race de ce gros pépère? Il vous suffit de donner votre réponse dans les commentaires. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et sera ensuite contacté en boîte privée. Il faut donc bien regarder la rubrique autre de votre boîte privée. Voilà, on va peut-être poursuivre encore avec 1 ou 2 questions. Alors, question suivante de Marie. Bonjour, mon chihuahua ne fait qu'aboyer. Que puis-je faire? Alors ça va être de l'éducation, globalement. Il faut lui apprendre effectivement à ne pas aboyer. Mais il faut aussi éventuellement voir. Le chihuahua a tendance à être un animal qui communique beaucoup avec la voix, par rapport à d'autres races. Mais vous pouvez vous demander aussi éventuellement pourquoi est-ce qu'il aboie autant. Est-ce qu'il y aurait un souci lié au fait qu'il n'obtient pas assez votre attention, qu'il n'a pas assez d'activité au cours de la journée, ou combien de temps il passe tout seul à la maison, voilà. Des petits phénomènes comme ça à prendre en compte éventuellement. Et après, si jamais il n'y a pas de souci de ce niveau-là et que c'est juste qu'il est très bavard, effectivement, il va falloir lui apprendre à se taire. Et en général, d'ailleurs, on apprend à se taire à un chien en lui apprenant à aboyer. Une fois qu'on a l'ordre d'aboyer, c'est facile de lui apprendre à se taire après lui avoir demandé d'aboyer. Donc ça va se faire en renforcement positif aussi, ça se fait très bien avec cette méthode-là. Et puis si jamais vous avez des difficultés avec les récompenses à vous faire comprendre de votre chien, pareil, comme d'habitude, pas hésiter à avoir un éducateur, c'est une belle démonstration au mieux quand même du sport. Surtout s'il y a des problèmes d'hyperattachement, ça peut arriver. Et en particulier, effectivement, si la cause des aboiements, c'est lié à un problème de comportement dont vous avez du mal à voir l'origine. Là, ça c'est évident, il ne faut pas hésiter à avoir un éducateur ou un comportementaliste vétérinaire dans ce genre de situation. Eh bien, on arrive à la fin de ce live Facebook. On va vous dire la réponse. Quelle était la race de ce gros pépère? C'est un Beethoven. Ah non, c'est pas une race de chien, ça. C'est un Saint-Bernard, mais célèbre pour être un acteur dans le film Beethoven qui commence
ça a déjà daté, hein. En effet, en effet. Ah, Alors, ça verra. malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous pouvez les poser sur wamis.com dans la rubrique questions-réponses et un de nos experts y répondra. Et voilà, quant à nous, on vous dit à mercredi prochain. À bientôt. À bientôt.